Cette étrange planète avec ses poils ressemble à une forêt de baobab. Ses pores semblent s'ouvrir comme de petites bouches affamées. Aussi bizarre soit-elle, cette nature invisible observée pour la première fois au microscope électronique vous est pourtant familière. Les plantes se nourrissent de lumière. Elles sont les reines de la photosynthèse. Certaines sont enracinées sur la Terre depuis 5000 ans. D'autres sont déjà allées dans l'espace. Elles purifient notre eau et notre air. Elles maîtrisent le vieillissement et détiennent de nombreux records. Au point que certains animaux les imitent. Les plantes sont tout, sauf impuissantes. L'humanité est douée d'intelligence et d'aptitude à créer. Nous sommes capables de bouger, de nous souvenir, de ressentir. Nous sommes aussi persuadés d'être tout-puissants. Pourtant, l'observation du monde végétal devrait nous inciter à plus d'humilité, car le génome d'un seul grain de riz contient 2 fois plus de gènes que celui d'un être humain. L'homme peine encore à utiliser l'énergie solaire de manière efficace, alors que nos voisines les plantes ont réussi à la maîtriser avant même que l'espèce humaine n'apparaisse sur Terre. Par l'un de ces mystérieux pouvoirs dont les plantes ont le secret, la lumière du soleil est en effet transformée en molécules de sucre, autrement dit en énergie. Les scientifiques appellent cela la photosynthèse. La chlorophylle intervient dans la photosynthèse pour intercepter l'énergie lumineuse. Première étape dans la conversion de cette énergie en énergie chimique. Ce pigment absorbe la part rouge et la part bleue de la lumière, mais absorbe mal la lumière verte, ce qui donne leur couleur aux feuilles ou aux algues. Les algues ont été les tout premiers organismes végétaux à faire leur apparition. On les trouve dans tous les milieux aquatiques. Grossies par microscopie électronique, celles-ci ressemblent à des bijoux. Ce sont des diatomées, des microalgues. Avec 100 000 espèces répertoriées, les diatomées représentent le groupe d'algues le plus important du plancton végétal, qui est à la base de la chaîne alimentaire aquatique. Malgré leur taille minuscule, elles possèdent une véritable machinerie à photosynthèse. La photosynthèse est la plus incroyable et la plus sophistiquée des machines biologiques que nous connaissons. Sans la magie de la photosynthèse, il n'y aurait pas d'oxygène dans l'atmosphère. La vie serait rare. La planète reçoit suffisamment d'énergie solaire par heure pour couvrir tous les besoins énergétiques de l'homme durant toute une année. 1 heure de soleil pour 1 année entière d'énergie. Dommage que l'homme ne dispose pas de procédés efficaces pour capter la lumière solaire et la transformer. Les plantes ont eu 3,5 milliards d'années pour s'entraîner à transformer l'énergie des rayons du soleil en nourriture. Elles sont très douées dans ce domaine et cela reste un mystère. La lumière du soleil est si puissante que les plantes ont développé des mécanismes de sécurité stop and start, stopper et redémarrer, pour éviter la surchauffe. La capture de cette énergie est tellement efficace qu'elle a besoin d'être régulée car elle peut fournir trop d'énergie pour la plante. Donc, lorsque le soleil est trop lumineux, une partie de cette énergie doit être dissipée. Les plantes ouvrent alors leur soupape de sécurité, qui évacue le surplus d'énergie qui risquerait de détruire la plante.
Ce sont ces minuscules pores, les stomates, qui régulent les échanges gazeux et énergétiques des plantes pendant la photosynthèse. Les végétaux subissent des transferts d'énergie complexes et d'une rapidité incroyable. La plante capture un rayon de soleil tellement vite que nous ne pouvons même pas le concevoir. On appelle ça une femtoseconde, 10 puissance moins 15 secondes. Une femtoseconde est à une seconde ce qu'une seconde est à environ 31,7 millions d'années. Une rapidité inouïe pour ces plantes dont le métabolisme nous paraît si lent. Gregory Scholz a découvert que les plantes ont la capacité d'utiliser la mécanique quantique afin d'optimiser la photosynthèse. Ainsi, les particules d'énergie de la lumière absorbée peuvent se trouver dans deux endroits différents au même moment. Elles peuvent effectivement prendre 2 ou 3 voies simultanément. Il était encore inimaginable il y a quelques années que cela se produise avec quelque chose qui pousse sous nos yeux. La quête inlassable de la lumière pourrait bien être la raison de l'immense surface globale déployée par les plantes. Alors que la peau d'un être humain couvre en moyenne 2 mètres carrés, on estime que les feuilles d'un arbre de 15 mètres de haut a une surface globale de 200 hectares, soit à peu près la surface d'un État comme Monaco. Toutes ces feuilles servent à optimiser la photosynthèse. Pour chaque tonne de biomasse végétale produite, près d'1,4 tonne d'oxygène est ajoutée à l'atmosphère et 1,8 tonne de dioxyde de carbone est éliminée. Car les végétaux absorbent aussi le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui participe au réchauffement climatique et dégage de l'oxygène. Les plantes ont aussi le pouvoir de nettoyer la planète. Pendant la photosynthèse, les plantes émettent de l'oxygène par leurs racines. Celles-ci attirent des partenaires essentiels aux plantes, d'innombrables bactéries qui vont dévorer les matières organiques polluantes. Dès 1974, un système révolutionnaire et naturel de traitement des eaux usées a été installé au Stennis Space Center de la NASA pour filtrer les eaux usées des maisons et des laboratoires. Nous avons installé des plantes, des jacinthes d'eau flottantes, tropicales et semi-tropicales. Quelle belle fleur! Pour traiter tous les déchets de ce grand établissement de la NASA qui abrite environ 5 à 6 000 personnes. Cette recherche visait à démontrer la capacité des plantes à transformer les eaux sales en nourriture, oxygène et eau. Et ce lagon de 1,2 hectare a largement rempli la mission d'élimination des eaux usées fixée par la NASA. Aujourd'hui, sous ces feuilles, se cachent des alligators, des poissons, et la vie du lagon est animée par les oiseaux et les insectes, comme dans un milieu naturel. Ce système fonctionne depuis plus de 40 ans et nécessite peu d'intervention. L'entretien se limite à évacuer des quantités importantes de jacinthes, une fois par an. Car ces plantes se sont merveilleusement bien adaptées à cet environnement. Dans leur environnement naturel, les jacinthes d'eau auront un système racinaire important, car elles sont à la recherche des éléments nutritifs et des minéraux dont elles ont besoin. Mais ici, avec les eaux usées, elles ont tous les nutriments qui leur sont utiles, et on voit qu'elles ont de toutes petites racines, parce qu'elles n'ont plus besoin du système racinaire massif qu'on voit chez les jacinthes de rivière. Les stations biologiques utilisant les jacinthes d'eau lagunaire ne représentent que 5% des coûts d'installation et 10% des coûts de maintenance des stations industrielles d'épuration des eaux usées. Si ces plantes sont tellement en avance sur nous en matière de dépollution, pourquoi ne nous en inspirons-nous pas davantage ? Une des raisons pour lesquelles la mise en œuvre est lente, c'est parce que c'est trop simple.
et que les ingénieurs qui créent les systèmes de traitement des eaux usées n'ont toujours pas compris le pouvoir et la magie des plantes. Les plantes ne sont pas seulement capables de nettoyer les eaux usées. Elles sont aussi de véritables usines de dépollution de l'air extérieur, chaque espèce ayant sa propre spécialité. Les grands arbres sont des usines à nettoyer. Plus un arbre est grand, plus son pouvoir nettoyant est grand. Bill Wolverton affirme que les plantes donnent aussi d'excellents résultats dans l'élimination des éléments radioactifs, comme le césium-130, le strontium-90 et le cobalt, trouvés dans des sols contaminés. Au Japon, où ils ont eu de graves problèmes, ils ont découvert que les tournesols sont très efficaces. Les Japonais les utilisent donc pour restaurer la qualité des sols autour du lieu du drame nucléaire. Mais ça va prendre un certain temps. Si les plantes sont devenues nos alliés dans la dépollution de l'air et des sols, elles contribuent également à purifier l'air de nos intérieurs. Pour tester la capacité des plantes à produire de l'air frais dans des abris, la NASA a mené l'expérience BioHome. Un bâtiment hermétique a été entièrement construit à partir de matériaux synthétiques. Avant l'introduction des plantes, les hommes placés à l'intérieur de cette structure sans plantes avaient les yeux qui piquaient, des maux de gorge et des difficultés respiratoires. Après avoir introduit des plantes sur la moitié de sa superficie, ces symptômes disparurent en quelques jours. Pour vivre dans un bâtiment hermétiquement fermé, que ce soit sur Terre ou dans l'espace, il faut obligatoirement un processus biorégénérateur avec des plantes et des bactéries. Il faut avant tout réussir à construire sur la Lune un bâtiment totalement étanche et performant avec des plantes pour maintenir de l'air frais. C'est l'étape numéro 1 avant d'envisager un système plus compliqué où il faudra produire tout l'oxygène. Si l'air frais est essentiel pour les astronautes, il ne l'est pas moins pour le simple citoyen. L'Agence américaine de protection de l'environnement a identifié la pollution de l'air intérieur comme l'un des problèmes de santé les plus importants pour les Américains. Bill Wolverton encourage l'utilisation de plantes pour faire pousser l'air frais. Pour lui, toutes les maisons modernes sont concernées, car elles sont remplies de produits chimiques volatiles et invisibles. Avant le XXe siècle, les produits chimiques étaient pratiquement inconnus. Aujourd'hui, on en utilise plus de 80 000 et ils ont envahi notre quotidien. Pratiquement tout dans votre maison est fait de matériaux synthétiques, qui sont des produits chimiques. Les téléviseurs, les ordinateurs, la peinture, les boiseries. Du coup, lorsque nous calfeutrons les bâtiments modernes pour les rendre économes en énergie, nous enfermons aussi des centaines de produits chimiques nocifs qui provoquent des problèmes de santé. Afin de lutter contre la déperdition d'énergie, la tendance est en effet de construire des bâtiments de plus en plus étanches. Comment construire un bâtiment isolé et maintenir un air sain? La réponse est apportée par les plantes. La clé, c'est d'éduquer les gens sur les façons dont la nature peut être utilisée pour nettoyer notre environnement. La nature a la réponse. Si nous l'observons et travaillons avec elle, nous pourrons alors sortir de ce pétrin dans lequel nous nous sommes mis. Mais peut-être sommes-nous trop arrogants pour cela. Capables de nous aider à assainir notre environnement, les plantes sont aussi les championnes du développement durable. En fabriquant du bois, les plantes créent une quantité invraisemblable de matières premières. On estime à 10 milliards de tonnes le poids du bois créé chaque année par la nature. Mais comment fait-elle ?
99% de ce poids est fait à partir d'air, d'eau et d'énergie solaire. Tous ces éléments sont presque ou totalement invisibles. Le bois est fabriqué avec de la cellulose et de la lignine. C'est une substance similaire au béton armé. Mais au lieu de retirer le fer du sol, du minerai, et d'utiliser l'énergie fossile, car il faut atteindre 1500 degrés pour faire du ciment, l'arbre fait son bois avec des éléments invisibles et devient aussi fort que du béton armé. L'une des forces les plus mystérieuses utilisées par la nature est peut-être l'influence gravitationnelle de la Lune sur la vie végétale. Il est prouvé que la pleine Lune a une incidence sur la croissance des plantes ou la conservation du bois utilisé dans l'industrie du bâtiment. Les changements de gravitation sur une journée provoquent une variation du poids d'un arbre de 8 grammes au maximum. Nous avons analysé les changements de propriété de 600 arbres selon leur date d'abattage. Et on observe des changements dans la façon de sécher de leur bois et sa densité après le processus de séchage. Et toutes ces variations, y compris la résistance à la compression, sont totalement en relation avec les rythmes lunaires. Il n'y a pas de vie sans rythme. Chaque expression de la vie est liée au rythme. Et ces rythmes provoquent quelque chose comme un battement de cœur chez les plantes. Confrontées aux variations saisonnières, les plantes ne peuvent mettre ou retirer un manteau selon le temps. Elles doivent faire face aux éléments. Les températures peuvent varier de moins 30 degrés à plus 40 degrés centigrades. Cela ne leur fait ni chaud ni froid. Les plantes ont la capacité de s'orienter par rapport à la lumière. Elles poussent donc vers le haut, contre les forces gravitationnelles. Perpendiculaires à leur tronc, des branches poussées à l'horizontale retiennent leur propre poids en suspens. Quel est le secret de ce miracle ? Après toutes ces années de recherche, je n'ai pas encore de réponse claire. C'est une grande question. La gravité est-elle la seule force en jeu ? Les plantes ne sont pas seulement puissantes contre les forces connues, mais j'ai l'impression qu'elles travaillent avec d'autres types de forces. Mais à quelle force Ernst Zurcher fait-il référence ? Se pourrait-il que des forces invisibles et inconnues se cachent dans notre galaxie ? 3, 2, 1, mark. GLS's go for auto sequence start. La mission spatiale Atlantis STS-135 transporte plusieurs centaines de passagers un peu spéciaux. Ils sont verts. Ce ne sont pas des aliens, mais des plantes destinées à jouer un rôle essentiel dans la conquête spatiale.
L'objectif de la NASA est en effet d'imiter dans l'espace l'écosystème complexe de la planète Terre, afin d'y établir à long terme des lieux d'habitation. Après 11 jours dans l'espace, l'expérience cherche à tester la symbiose entre les plantes et les bactéries en situation de gravité zéro. 341, vérifié. 342, vérifié. 343, vérifié. Sur Terre, toute l'équipe est impatiente de savoir comment se portent les petits plants verts. Tout est sous contrôle? Parfait. Avant d'ouvrir, nous collectons les gaz. Le dioxyde de carbone nous indiquera le niveau de croissance et de respiration des plantes. Et l'éthylène, celui du stress. Tu as pris une photo de ça? Prends-en une autre, c'est bien. Ces plantes ont l'air en forme. Tout a l'air OK, 100% de germination, pas de contamination. Malgré l'absence de gravité, la symbiose entre les plantes et les bactéries a été un succès. Les bactéries ont créé des nodules sur les racines des plantes, des poches où elles prolifèrent. On sait maintenant que les plantes peuvent croître dans l'espace. Les graines germent, se développent, produisent des fleurs et produisent des graines viables. Il sera même possible de récolter plus de fruits et de légumes dans l'espace et dans un délai plus court que sur la Terre. Une pomme de terre pousse en 105 jours. Nous avons ramené ce délai à 85 jours. En optimisant la lumière, la température et les nutriments, nous obtenons 2 fois plus de rendement que le record du monde sur Terre, avec 20 jours en moins. Mais quelle quantité de plantes un homme devrait-il emporter dans le cadre d'une mission spatiale pour survivre dans l'espace ? Vous aurez besoin de 20 mètres carrés de végétaux pour votre oxygène et 40 mètres carrés pour votre nourriture. Ces plantes fourniront assez d'eau, d'air et de nourriture pour une personne. Il n'y a pas de plante plus puissante ou plus faible qu'une autre. Chacune a un rôle précis à jouer. Une vie sans plantes serait une existence stérile. Ce serait une existence bruyante, car il faudrait des machines pour extraire le dioxyde de carbone, des pompes pour envoyer l'air frais, des filtres sous l'eau. Ce serait un monde dépourvu de verre, d'odeur, de texture, de couleurs apportées par les plantes qui nous entourent. Je peux imaginer une vie sans plantes, mais ce n'est pas la vie que je souhaite vivre. Certaines plantes ont les pieds enracinés dans la terre et la tête dans les étoiles. Ce petit séquoia a probablement 2 ans. Il sera adulte dans 50 ou 60 ans et sera aussi haut que ceux qui sont derrière nous.
Mais il faudra des centaines d'années pour qu'ils soient aussi grands que les plus grands séquoias de la planète. Les arbres sont les premiers à avoir inventé les gratte-ciel. Et les séquoias sont les maîtres des cimes. Le plus grand séquoia mesure 115 mètres de haut. C'est difficile d'imaginer un arbre si haut. Il est plus grand que la Statue de la Liberté. C'est l'équivalent d'un immeuble de 30 étages. Heureusement pour Émilie Lim, conseillère scientifique au sein de l'organisation Sauvons les séquoias, elle n'aura pas à grimper à leur cime pour étudier leurs feuilles. Une branche haute vient de tomber à ses pieds. Les séquoias fabriquent deux types de feuilles. Celles-ci vivent près du sol. Elles poussent dans les parties ombragées où elles ont beaucoup d'eau, mais très peu de lumière. Ainsi, ces feuilles doivent être plus grandes que les autres. Les feuilles qui poussent près des cimes sont beaucoup plus petites. Elles essaient de conserver l'eau et reçoivent beaucoup de lumière. Elles n'ont donc pas besoin d'être aussi grandes pour réaliser la photosynthèse. Cette forêt est située en Californie, au-dessus de l'océan Pacifique, qui influence par ses brouillards grandement le climat de cette zone. Mais comment ces grands arbres s'hydratent-ils durant la saison chaude? Le brouillard se forme durant l'été et mouille l'arbre. L'eau du brouillard se condense sur les feuilles et les gouttes tombent sur le sol de la forêt où nous nous tenons en ce moment. Mais l'eau est aussi absorbée par les feuilles. Il est incroyablement difficile pour l'arbre de faire parvenir l'eau jusqu'à la cime, qui en a pourtant le plus besoin. Le brouillard permet à l'arbre de s'hydrater directement à des mètres au-dessus de nos têtes. Grâce à des millions d'épines de pin et leurs multiples stomates, sortes de petites bouches, la vapeur d'eau du brouillard est ainsi absorbée. Les séquoias habitent la région depuis des millions d'années et se sont adaptés aux conditions environnementales, notamment aux fréquents incendies. Ils ont développé une écorce hyper résistante qui agit comme un pare-feu. Ce séquoia vit ici depuis près de 300 ans. Le feu est allé au-delà de la couche d'écorce et a brûlé l'intérieur de cet arbre. Il est encore en vie parce que ces arbres incroyables sont en mesure de résister au feu. Et l'écorce finira par couvrir cette cavité entièrement. Les séquoias géants de la Sierra Nevada font eux aussi partie de la famille des plus grands arbres du monde. Ils ont développé un mécanisme de défense assez semblable, une sorte de pare-feu naturel. L'écorce de la base de l'arbre est très épaisse et le protège. Elle peut faire plus de 30 cm d'épaisseur. Par contre, l'arbre n'a plus besoin d'une écorce si épaisse à la cime. Les dommages qu'il peut subir sont essentiellement infligés à sa base. À partir d'une dizaine de mètres de haut, l'écorce fait moins de 3 cm d'épaisseur. Ces arbres ont le pouvoir de résister à la pourriture, aux attaques des animaux et des insectes. Ils ont le pouvoir de résister au feu. Pratiquement tout ce qui constitue une menace pour n'importe quel autre arbre de la forêt n'en est pas vraiment une pour le séquoia géant. Malgré leur cuirasse, les séquoias sont aujourd'hui menacés. Pour Wayne et Wendy, les rangers du parc, l'espèce humaine a interféré avec les cycles naturels de feux de forêt. Les feux brûlent plus intensément depuis que nous avons commencé à les éteindre. Nous avons créé un déséquilibre dans la forêt. Le feu se comporte autrement et les séquoias géants ont du mal à résister. Ils ont évolué en présence d'incendies réguliers mais d'intensité faible. Aujourd'hui, les feux sont plutôt rares mais d'une intensité qui peuvent les tuer.
ce sont les incendies de faible intensité qui jouent un rôle clé dans la reproduction de ces géants. C'est incroyable de penser qu'un arbre comme celui-ci était une si petite graine à l'origine, de la taille d'un flocon d'avoine. Et il y a environ 200 graines dans chaque cône. Quand on pense qu'à un moment donné, il y a 9000 cônes viables dans un arbre, cela fait 180 000 graines qui attendent la moindre occasion pour se libérer. Ces graines contiennent peu de nutriments. Cela leur épargne les attaques d'insectes. La petite graine doit trouver un sol fertile dans un rayon de 3 cm à partir de son point d'atterrissage. Faute de quoi, elle meurt. Les feux nettoient la forêt et laissent derrière eux un sol fertile pour les graines. Leur chaleur s'élève au-dessus de la canopée. C'est le signal donné à l'arbre qui relâchera peu après ces milliers de graines. Sa stratégie de survie réside dans leur nombre et dans l'extraordinaire longévité de ceux qui parviennent à l'âge adulte. Les séquoias géants du parc des grands arbres du comté de Calaveras en Californie ont été parmi les premiers à être découverts en 1852. Cette souche fait plus de 7 mètres de diamètre. Mais nous avons récemment trouvé un rapport des années 1850 qui indique qu'à ce moment-là, quand il avait encore son aubier, son bois tendre, qui se trouve juste sous l'écorce, il faisait plus de 8 mètres de diamètre. Pour la population de l'époque, de telles dimensions étaient véritablement inconcevables. Les premiers qui ont découvert les séquoias ont alors entrepris de convaincre le public. Ils ont décollé l'écorce, l'ont emmené en ville et reconstitué la structure de l'arbre. Ils ont essayé de convaincre les gens que c'était ce à quoi l'arbre ressemblait, mais personne ne les croyait. Les gens pensaient que c'était un canular. Aucun arbre ne pouvait être si gros. Aujourd'hui, on estime que le plus grand séquoia pèse 2100 tonnes, soit le poids d'environ 30 000 êtres humains. Ces arbres extraordinaires ont même maîtrisé l'art d'être totalement inutiles à l'homme. En tombant, l'énorme pression de leur poids fait voler leur bois en éclats. L'homme cherche une utilité à chaque arbre de la planète. Que ce soit pour de la nourriture, du bois, des matériaux de construction, etc. Les séquoias sont très peu utilisés. Autrefois, ils étaient récoltés pour faire des piquets de vigne ou des poteaux de clôture. C'est dégradant pour un tel arbre de finir comme ça. Mais l'homme n'a jamais trouvé un avantage économique à ces arbres. C'est pour ça qu'on les apprécie simplement pour ce qu'ils sont. Les visiteurs et les locaux parlent d'un puissant état émotionnel face à ces géants. Un voyage de l'esprit où la notion du temps a cessé d'exister. Avec de la chance, je vivrai peut-être 100 ans. Ces arbres vivront 3000 ans. Ils ont des qualités d'endurance qui m'inspirent. Ce sont des arbres puissants. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres, on peut comparer cela à un pèlerinage. C'est plus qu'une source d'inspiration. C'est aussi de l'admiration. La longévité impressionnante de certains arbres nous interpelle. Ces espèces détiendraient-elles le secret de l'immortalité ?
Certains arbres auraient-ils trouvé le moyen de lutter contre le vieillissement cellulaire? Dans les White Mountains de Californie, perchés à 3500 mètres d'altitude, au milieu d'un paysage lunaire, les pins de bristlecone sont les doyens du monde végétal. Leur silhouette ressemble à du bois mort, mais pourtant, ils sont bien vivants. Ils ont choisi de vivre ici parce qu'il n'y a aucune menace. Ils vivent dans un environnement stérile. Il n'y a pas d'agents pathogènes qui pourraient affecter leur santé ou leur longévité. Ici, l'air est raréfié, le sol est sec, et il gèle presque chaque nuit, même durant le court été de 6 semaines. Ces arbres, les plus vieux de la planète, sont âgés de près de 5000 ans et ne poussent que de 2,5 cm par siècle. Presque tous les cônes de cette partie de l'arbre sont morts après leur première année de croissance. Il faut 2 ans à une pomme de pin pour mûrir, et 1 sur 2 seulement arrive à terme. Le secret de leur survie se nicherait-il dans leur ADN? David Neal, généticien de l'université Davis en Californie, cherche à savoir si ces arbres possèdent des particularités génétiques adaptatives. Des gènes qui seraient peut-être même différents d'une branche à l'autre du même arbre. Ces arbres se sont adaptés à cette zone de haute altitude. En cas de réchauffement du climat, ils n'ont nulle part où aller. Il n'y a pas plus haut qu'ici. Ils sont au sommet. Donc, la question est, peuvent-ils s'adapter à un environnement plus chaud ou non? Ils n'ont pas la capacité de se déplacer comme le ferait un animal et d'aller dans une zone plus froide. Ces arbres doivent être capables de survivre ici même, là où ils sont nés. Mais ont-ils la constitution génétique qui le leur permettra? Les pins bristlecone possèdent le secret invisible de leur immortalité, intégré dans leur code génétique. Il est invisible pour l'homme car nous n'avons jamais été en mesure de comprendre ce code génétique. Nous nous attendons à trouver quelques bribes d'informations génétiques exceptionnelles.
Il y a peut-être d'infimes modifications génétiques propres à cet organisme et qui lui permettent non seulement de vivre dans cet environnement, mais aussi d'y vivre très longtemps. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'air vieux pour l'être réellement. Il est difficile de concevoir que cet arbre soit le plus vieil arbre de cette forêt. Ils ne vieillissent pas de la même manière que les humains ou d'autres organismes vivants. Ces arbres peuvent être vieux, mais n'en ont pas l'air. Si nous pouvons comprendre la base génétique de la longévité du pin bristlecone, peut-être pourrions-nous l'utiliser afin d'augmenter la longévité d'autres organismes vivants, en particulier des êtres humains qui ont l'air de vouloir vivre éternellement. Les véritables immortels sont de bois. La jeunesse d'un arbre ne se limite pas uniquement à sa face visible. La clé du secret de la longévité des plantes se trouve peut-être sous terre. Grâce à son système racinaire, le peuplier tremble pourrait être le plus étendu des organismes vivants. Au premier regard, on pourrait penser que chacun de ces arbres a grandi à partir d'une graine distincte, donnant lieu à un arbre distinct. En fait, chaque arbre ici est le fruit d'une pousse qui a elle-même émergé de la racine d'un arbre voisin. Tous ces arbres seraient connectés entre eux par les racines. Et chaque arbre ici n'est en rien différent d'un autre. En fait, ce sont des clones. Tous ces arbres sont génétiquement identiques. En cas d'incendie, leur réseau de racines est bien protégé sous la terre. Même si toute la forêt venait à être détruite, les racines survivraient et se développeraient à nouveau. L'incroyable réseau souterrain des racines de ces arbres ici est énorme en termes de biomasse. Et dire que cela pourrait bien être le travail d'une seule graine. Pouvez-vous imaginer la quantité de mégatonnes de biomasse biologique à partir d'une seule graine ? Voici un tronc individuel, un arbre, qui semble émerger d'une racine juste ici et qui est encore en position latérale, comme une racine. Il n'a même pas commencé à se redresser comme les autres arbres. Nous croyons que les peupliers sont peut-être les plus grands organismes vivants sur Terre. La course est lancée entre scientifiques. C'est à qui trouvera le premier, le plus vieux peuplier tremble. Certaines colonies auraient ainsi des ramifications courant sur 80 000 ans. La recherche génétique devrait bientôt nous en apporter confirmation. En revanche, la plante apparue la plus récemment sur Terre serait un pétunia, génétiquement modifié. J'ai créé une nouvelle forme de vie. J'ai ajouté mon ADN à cette plante. Maintenant, elle contient de l'ADN humain. Et comme les humains sont des animaux, je l'ai appelée Plantimal. Un genre unique de plante qui possède de l'ADN animal.
Vous voyez les veines rouges de cette fleur. Mon ADN est passé de mes veines rouges, c'est-à-dire de mon sang, aux veines de la fleur. Et quand vous regardez ces veines rouges, vous voyez mon ADN. Quand vous prenez conscience que votre ADN fonctionne réellement dans une plante, ça ne peut marcher avec une plante que si nous avons quelque chose en commun. Et si nous avons quelque chose en commun avec les plantes, cela montre clairement que la vie est un réseau et que tout est lié. Ce que vous observez est un plantimal naturel. Elysia clarki est mi-plante, mi-animal. Plus précisément, cette limace de mer est un animal qui se comporte comme une plante, car il photosynthétise. Ces limaces de mer ont intégré dans leur propre corps les cellules photosynthétiques des algues. Quand elles ne trouvent pas d'algues pour se nourrir, elles peuvent rester 3 à 4 mois sans manger et tirer leur énergie exclusivement de la photosynthèse, exactement comme le font les plantes. C'est surprenant, parce que les animaux ne pratiquent pas la photosynthèse. Ils ont besoin d'un autre apport d'énergie. Tout le monde sait que les plantes sont les seuls organismes à pouvoir survivre juste avec du carbone et de la lumière. Et voici un animal qui y arrive. Les animaux ne sont pas censés faire de la photosynthèse. C'est une caractéristique propre au monde végétal. Mais ces animaux y arrivent et ils le font bien. À sa grande surprise, Sidney Pierce a découvert une autre espèce de limace de mer, Elysia chlorotica, qui se révèle encore plus performante. Elle peut survivre 1 an sans manger, en tirant exclusivement son énergie de la photosynthèse. Tant qu'ils ont des algues alimentaires à leur disposition, ces animaux peuvent vivre très heureux et n'ont pas besoin de la photosynthèse. Le problème, c'est qu'ils sont un peu comme mon fils. Ils mangent tout le temps. Et s'ils sont à court de nourriture, alors ils passent en mode photosynthèse. Alors que l'homme, avec ses panneaux solaires, n'en est encore qu'au balbutiement de la photosynthèse, ces minuscules limaces de mer sont déjà bien lancées dans la course à l'énergie verte. La méthode humaine pour capturer l'énergie solaire est entièrement mécanique et chimique, alors que ces limaces de mer répliquent l'appareil photosynthétique des algues dans leurs propres cellules. Je ne sais pas qui est capable de faire mieux, mais les limaces de mer font ça très bien. Les scientifiques essayent de comprendre comment ces limaces ont évolué avec le monde végétal. Serait-ce possible qu'un jour les êtres humains soient en mesure de faire de même? Que certaines de nos cellules soient issues du monde végétal et qu'une partie de notre énergie soit produite par la photosynthèse? Ce serait génial si les humains pouvaient le faire. On n'aurait qu'à s'allonger sur la plage sans devoir manger et sans avoir à payer l'épicier. La science repousse sans cesse les frontières que nous avons dressées entre le monde végétal et animal. Il nous emmène dans un autre monde, qui est aussi notre monde. Ces frontières ne sont peut-être pas aussi marquées que nous le pensions. La vie est un immense réseau. Tout est lié.